Juliette, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus pour ce symposium sur le réseau AREN, que beaucoup d'entre vous connaissent, mais d'autres moins. Donc voilà, c'est l'occasion de vous présenter ce réseau. N'est-ce pas, Bertrand ? Absolument. J'attends Juliette quand même. Bon, on va démarrer, du coup, avec quelques minutes de retard. Donc, je me présente d'abord pour, je sais pas, il y en a peut-être qui ne me connaissent pas, Perrine Roux, je suis directrice de recherche à l'INSERM. Donc, on peut dire que j'ai initié ce réseau avec, évidemment, des collaborations avec les associations. Suite donc à un appel d'offres qui a été proposé par l'IRESP il y a 2 ans de ça, qui proposait de financer des projets, ils ont appelé ça appel à action structurante dans le domaine de la recherche. L'idée étant de créer des réseaux scientifiques. Et donc j'ai eu l'idée d'essayer de profiter de cette occasion pour pouvoir créer un espace qui puisse réunir à la fois les chercheurs et les associations d'autosupport, puisque c'est un peu, on va dire, l'ADN de notre équipe Centercom, c'est d'essayer de mettre en place des recherches participatives et communautaires dans le domaine du VIH initialement. Mais moi, depuis 10 ans, j'ai développé la thématique de la réduction des risques liés à l'usage de drogue au sein de Centercom. Donc, je remercie Bruno Spire, qui est mon chef d'équipe actuel, que je vais remplacer dans un mois, et qui m'a initié à proposer ce type de recherche, donc à proposer aux assos de rejoindre les chercheurs pour pouvoir produire des savoirs scientifiques. Et donc, pour ce réseau, j'ai proposé aux acteurs avec lesquels j'avais l'habitude de travailler. Voilà, bon, je vois Sang d'encre, Nouvelle Aube, Psychoactif, Technoplus, voilà, toutes les assos avec lesquels on a pu proposer des projets spécifiques sur certaines thématiques. Et là, l'idée, c'est de créer un espace où on puisse susciter un peu de créativité en termes de questions de recherche qui puissent servir les communautés voilà, de consommateurs de produits. Donc, le réseau AREN a vu le jour il y a un peu plus d'1 an. J'ai proposé à Juliette de nous rejoindre pour animer ce réseau, parce qu'un réseau, ça ne vit pas tout seul, en fait, et c'est très compliqué à maintenir en vie, en fait. Donc voilà, je pense que c'est important qu'il y ait des personnes qui puissent à la fois se saisir des outils de com, de l'animation de ce réseau. Et donc, c'est Juliette qui a cette tâche-là. On a fait, il y a 1 an de ça, la première rencontre pour que physiquement tous les acteurs du réseau puissent se rencontrer à Marseille. Voilà, c'était un premier contact entre les personnes. Ça n'a pas abouti à... L'idée étant vraiment, pour nous, et pour, je pense aussi, les assos, c'est de pouvoir proposer des projets qui soient en lien avec les enjeux un peu... les enjeux communautaires. Donc voilà, ce que j'espère, c'est que le prochain séminaire qui a lieu là dans 15 jours à Marseille puisse aboutir à peut-être un projet structurant, collaboratif avec plusieurs partenaires et qu'on puisse le déposer pour un financement. Et voilà, donc c'est un peu l'idée de ce réseau AREN, c'est de créer un espace pour essayer d'innover et de proposer des projets qui soient un peu pertinents pour permettre une transformation sociale. Voilà. Juliette va vous présenter rapidement le cœur un peu du réseau. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je voulais juste voir avec vous les 3 types de membres qu'on a dans le réseau, à savoir des associations d'autosupport que je vais détailler un peu par la suite, différentes équipes de recherche académique, et aussi le réseau est ouvert à des chercheurs indépendants. Donc Perrine a un peu cité quelques assos. Dans le réseau, on a Psychoactif, Technoplus, Plus belle la nuit, Assud Marseillais, Nouvelle Aube et Psychonautes. Et au niveau des équipes de recherche, c'est assez varié au niveau des disciplines.
Donc, je vous laisse un petit peu regarder. Je ne sais pas si vous connaissez toutes les équipes. Il y a vraiment économistes, sciences politiques, épidémios, il y a de la dictologie, anthropologie. Voilà, on a essayé de couvrir un peu toutes les disciplines qui peuvent servir au champ des drogues et des addictions. Et du coup, quelques chercheuses et chercheurs indépendants qui sont aussi avec nous. Et aujourd'hui, on a décidé de regrouper 5 personnes du réseau qui représentent plus ou moins 5 structures aussi pour discuter et parler d'un projet. Donc on va commencer avec Pierre Chapard de Psychoactif qui va nous présenter un projet autour de en tout cas une prise de parole autour de la stigmatisation des personnes utilisatrices de drogue. Ensuite, on aura Salomé Circarel de Psychonautes qui va nous parler du projet Mixture. Ensuite, on va avoir Serena Garbolino qui travaille avec nous au CESTIM qui va nous parler du projet IFI. Ensuite, on va avoir Jeanne Elmedeb de Sang d'encre à Marseille qui va nous parler de la revue également. Et on va finir avec Christian Belnagdar qui vient de Lille, qui est économiste et qui va nous parler du projet PowerPid. Donc je pense que le mieux, c'est que chaque personne vienne à son tour. On fera une session de questions-réponses à la fin de toutes les présentations. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, on en discutera après. Pierre. Moi, je peux me bouger. Bonjour, Pierre Chapard, président d'une association de drogués psychoactifs et chef de service d'un XAPA aussi. À Psychoactif, ça fait maintenant quelques années qu'on s'intéresse de plus près à la stigmatisation des usagers de drogue. Et du coup, quand Perrine m'a demandé de faire une intervention, je me suis dit, mais alors, justement, essayons de voir comment les scientifiques stigmatisent aussi les usagers de drogue. Est-ce que les études scientifiques aussi peuvent être utilisées pour stigmatiser et violenter les usagers de drogue? Et puis, qu'est-ce que peut faire le réseau AREN par rapport à ça? Voilà, donc déjà une petite définition de la stigmatisation. Alors, la stigmatisation des personnes utilisées de drogue, c'est d'abord, tout le monde connaît, c'est des préjugés. Mais la stigmatisation, c'est d'abord des enjeux de pouvoir. C'est le pouvoir d'une classe dominante sur une classe dominée, que sont les personnes utilisatrices de drogue. La classe dominante étant celle qui définit les normes, les normes auxquelles doit s'astreindre la classe dominée, donc la norme de non-consommation notamment. Donc ces classes dominantes sont quoi? Sont la police, la justice et les addictologues, qui définissent, qui ont le pouvoir sur les personnes utilisées de drogue. La stigmatisation, elle est structurelle, elle est dans toutes les couches de la société. Il faut dire aussi que pour décontracter tout le monde, la stigmatisation est majoritairement inconsciente, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on reproduit la stigmatisation. On l'a en nous depuis qu'on est né, on nous le répète que l'usage de drogue c'est mal, que la dépendance c'est mal, donc ça ressort à un moment donné, forcément. Et elle est totale, c'est-à-dire que quand les politiques notamment parlent des usagers de drogue, ils ne sont que usagers de drogue. Il n'y a plus de contexte, il n'y a plus de situation sociale. On le verra, ça joue aussi dans les études. Donc voilà, après je vais parler du tout des différentes études scientifiques et comment des usagers de drogue, notamment de psychoactifs, se sont sentis salis par rapport à ces études scientifiques, et donc ce qui est le témoin d'une stigmatisation de ces études scientifiques. La première se passe sur Psychoactif, sur un forum, sur le forum. Alors à Psychoactif, nous on avait l'habitude, en bonne pratique, de demander aux personnes de sourcer leurs dires et leurs informations. De donner une étude scientifique qui vient corroborer leurs dires, leurs témoignages. On n'y voyait pas de malice jusqu'à ce qu'une personne vienne raconter son histoire, une personne dépendante au speed, qui allait très bien, qui était heureux, qui racontait comment elle consommait, comment elle pouvait gérer par rapport à sa dépendance.
Et puis, une personne qui s'appelle GG, qui vient poster une étude en bloc, comme ça, montrant que, je vous lis, les consommateurs chroniques de speed présentent une déficience neuropsychologique prononcée dans les domaines des fonctions exécutives et de la mémoire. Voilà. La personne ne l'avait pas demandé et elle a pris ça dans la face. Voilà, elle ne le pensait pas du tout. Nous, ça nous a beaucoup aussi touchés en se disant, mais en fait, qu'est-ce qui se passe là? En fait, il se passe que la personne a fait un abus d'autorité au nom de la science. Il a posté une étude au nom de la science et en voulant fermer la discussion, fermer le bal. Donc ça nous a posé les questions de ce qu'il fallait donner comme info ou pas, et éventuellement que les infos puissent être violentes aussi, et ne pas les donner aussi, ne pas donner des infos forcément violentes. Et puis, quand on s'est un peu intéressé un peu plus à cette étude, on a vu qu'en fait, elle n'était absolument pas représentative, que ça concernait 30 usagers et que les scientifiques, donc non seulement la personne avait mis ça, mais aussi les scientifiques avaient mis ces conclusions-là. Ça veut dire que des scientifiques se permettent de mettre des conclusions, en gros quoi, la dépendance c'est mal, la drogue c'est mal, bien sûr, puisque de toute façon la société le dit. Donc ils peuvent le dire aussi. Et ça, on pourrait dire ça c'est qu'une étude, mais en fait il y en a des plus connus qui en fait on joue la même chose. Par exemple, l'étude de 2012 qui a fait grand bruit sur le QI des adolescents qui fument du cannabis et qui ont trouvé que, dans un premier temps, que ça baissait le QI des adolescents qui fument beaucoup de cannabis. Et puis après, cette étude a été démentie. Ouais, c'est ça, australien. Cette étude a été démentie. Pourquoi? Ils sont aperçus qu'ils n'avaient pas pris en compte le contexte social des usagers de drogue. Donc en fait, à nouveau, l'usager de drogue, et qu'un usager de drogue, on oublie son contexte social. En ça, la stigmatisation, elle joue pleinement aussi dans cette étude. Voilà. Alors, toujours sur Psychoactif, on avait voulu bien faire en 2010, on a mis en ligne un questionnaire qui s'appelle le CAST, qui est censé repérer la dépendance, l'usage abusif des personnes qui consomment du cannabis. Et puis, voilà, on l'a laissé un peu traîner. Et puis, jusqu'à ce qu'une personne de Psychoactif nous dise, mais en fait, là, c'est n'importe quoi votre étude, là, moi, je me sens sali à cause de ce questionnaire. Donc, on a regardé un petit peu de plus près ces questionnaires, et effectivement, ce questionnaire, c'est que des questions morales. Par exemple, est-ce que vous avez consommé une fois seul? C'est une question éminemment morale. Pourquoi? Parce qu'il faut consommer en groupe, en socialisation. C'est mal de consommer seul. Hein, donc en fait, c'est une question morale. En plus de ça, on sait très bien que la stigmatisation isole la personne consommatrice de drogue illicite. Donc en fait, on ne mesure pas sa consommation, là, on mesure sa stigmatisation avec cette question. Il y a d'autres questions sur avez-vous consommé avant midi? Pourquoi? Parce qu'il faut consommer le soir, une fois qu'on a fait toutes ces tâches à responsabilité. Donc encore une fois, c'est une question morale. Donc on s'est dit, mais bon, déjà, on va supprimer ce questionnaire de Psychoactif, mais comment ce questionnaire a pu être validé par des scientifiques? Et donc, il a été validé par ce scientifique parce que ce questionnaire s'appuie sur le fameux DSM 4 ou 5, c'est un peu la même chose. Mais ce DSM 5 est éminemment moral et stigmatisant aussi pour les usagers. Quand on regarde les questions, je vous en dis, hein, beaucoup de temps consacré à la recherche de... par exemple, si on répond oui à la question, beaucoup de temps consacré à la recherche de substances, eh ben, on est dans les usagers abusifs. Sauf que oui, pour les usagers de drogue illicite, ouais, on passe beaucoup de temps. Parce que c'est pas dans le supermarché du coin. Et donc, il faut connaître les plans, il faut les entretenir, etc. Oui, donc, en fait, on est usager de drogue illicite, on est déjà usager abusif avec le DSM-4. Notre question, des problèmes juridiques récurrents. On est usager de drogue illicite, donc les problèmes juridiques récurrents. Donc, c'est que comme ça, le DSM-4. Donc, en fait, on peut se dire qu'en fait, le DSM-4, il ne mesure pas tant la pathologie que la stigmatisation des usagers de drogue illicite. Voilà. Autre étude sur le coût des drogues. Il y a une étude qui vient de paraître, là, sur le coût des drogues. Alors, complètement à charge. C'est-à-dire que, en fait, quand on la lit, il n'y a aucun
bénéfices pour la société. Bon, le bénéfice social, le bénéfice d'apaisement pour pouvoir aller bosser, le bénéfice de créativité. Non, en fait, c'est qu'un coût à charge pour la société. Comme tout est fait, comme si, en fait, il y a un coût, et il fallait réduire ce coût des drogues. Donc, en fait, ça revient au dire que s'il faut réduire ce coût, le mieux, c'est de ne pas consommer. Voilà. Donc, à nouveau, et dans cette étude, quand on la lit, il y a quelque chose de très intéressant, parce qu'ils remettent en cause l'étude DRAM, qui compte les nombres de morts de drogue illicite. Et notamment, ils disent, mais en fait, elle s'est trompée, l'étude DRAM. Pourquoi? Parce qu'elle compte trop de morts dues au cannabis. Parce qu'en fait, les gens, ils avaient une maladie cardiaque, ils sont morts de maladie cardiaque, pas de cannabis. Donc, encore une fois, ceux qui ont fait compter l'étude DRAM, ils n'ont pas compté, ils sont morts au cannabis, ils ont compté qu'ils étaient morts d'une maladie cardiaque et qu'ils étaient positifs au cannabis. Ça, si ce n'est pas de la stigmatisation encore qui prend tout, c'est quoi? Voilà. Et puis, pour finir, une étude que je ne citerai pas, qui, en fait, qui a quelques années maintenant, mais qui s'occupe de la prévalence du VIH et du VHC chez les usagers de drogue. Donc, du coup, la personne qui fait cette étude la présente il y a quelques années, et puis elle dit, bon, ben voilà, il y a tant d'usagers qui sont infectés. L'échantillon se compose en majorité d'hommes. Une grande partie d'entre eux étaient dans une situation précaire. Donc les usagers de drogue sont précaires. Et puis, quand on creuse, en fait, pour la personne, les usagers de drogue, c'est les usagers de carune. Donc en fait, un des problèmes des études aussi, c'est la définition des usagers de drogue. Si on prend les usagers de drogue et les usagers de carune, forcément les usagers de drogue sont précaires. Donc on l'avait dit à la personne, et du coup il y a eu le concept d'inventer les usagers cachés, c'est-à-dire ceux qui ne fréquentent pas le dispositif. Ouais, mais combien puisqu'ils sont cachés, où ils sont? Donc ça pose aussi ce problème-là. Voilà. J'ai fini avec les études, mais donc oui, de toute façon, c'est pas un scoop. Les études, les scientifiques reproduisent la stigmatisation parce qu'on a un contexte aussi de prohibition. Et une science n'a pas de vérité comme ça. Une science, c'est dans un contexte. Le contexte de prohibition fait que, forcément, on va plutôt rechercher les dommages que les bénéfices. Et puis, en plus, on trouve ce qu'on cherche. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les dommages dans un contexte de prohibition. En plus de ça, qui est financé pour parler des bénéfices? Donc, il y a aussi tout ça qui s'ajoute. Il y a d'autres biais qui s'ajoutent. Alors, du coup, par rapport à tout ça, qu'est-ce que peut faire AREN? Du coup, maintenant, c'est un peu évident. Nous, on est rentrés pour ça. C'est pouvoir mettre son nez dans les études, voir un peu là où il y a de la stigmatisation, travailler avec les chercheurs à leur stigmatisation, à la nôtre, parce que ça concerne tout le monde, voire mesurer la stigmatisation, voire faire un travail spécifique sur la stigmatisation, parce qu'en fait, il n'y en a pas. Tout le monde dit la stigmatisation, c'est évident, mais en fait, il n'y a pas d'études sur la stigmatisation, il n'y a pas d'études sur l'autostigmatisation qui pourtant crée dépression, etc., etc. Plein de dommages, beaucoup plus que le sanitaire. Voilà. Et puis, en plus de ça, pour nous, AREN, c'est plus qu'un réseau, c'est une communauté épistémologique. C'est-à-dire quoi? C'est des études scientifiques qui vont pouvoir faire changer la société. Et nous, on est là aussi pour ça, pour mettre à l'ordre du jour des études scientifiques qui vont pouvoir nous permettre d'apporter aussi notre pierre à la société, essayer de la faire changer. Voilà, merci. Je prends mon DSM 4. Salomé, tu peux venir. Bonjour, je m'appelle Salomé et j'adore parler de drogue. Je trouve que c'est un sujet vraiment passionnant. Vraiment, ça fait 10 ans que je m'y intéresse maintenant et plus je creuse, plus je trouve des réponses. Plus en fait je tombe sur de nouvelles questions. Et c'est certaines de ces questions que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et ce qui me permet de me proposer en tant que personne de l'autosupport, c'est ma participation à 2 projets numériques. Le premier, c'est le forum Psychonautes que vous pouvez voir en bas à gauche,
qui est un forum un peu dans le même genre que Psychoactif. Je ne sais pas si c'est vraiment la peine de présenter, juste pour dire que c'est un endroit où des usagers de drogue peuvent discuter. Il y a une vocation de réduction des risques, mais pas que, c'est concrètement toute question que les gens peuvent se poser à propos des drogues. Et un peu comme Pierre, une de nos préoccupations majeures, c'est la source et la nature et la fiabilité des informations. Et cette préoccupation envers les sources d'information m'a mené à créer ce deuxième projet Mixture, qui est en haut à droite, qui est en fait un site web où on condense toutes les informations qu'on trouve à propos des interactions entre drogues. Voilà. Comme c'est un environnement numérique, il va y avoir pas mal de captures d'écran, mais je ne vous demande pas de lire ce qui est marqué, je sais que c'est écrit petit, c'est juste pour vous montrer l'environnement numérique. Moi je lirai moi-même lorsque c'est pertinent, et puis voilà. Mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter les deux sites qui sont en bas à gauche et en bas à droite, c'est les adresses URL de ces projets. Donc lorsqu'on s'intéresse comme ça à la nature et à la source des informations, on est confronté à deux types de sources. Il y a d'un côté les savoirs expérientiels, donc majoritairement des retours d'expérience, qu'on appelle parfois trip reports, qui sont partagés sur des sites tels que Heroid, vous pouvez le voir à droite. Heroid, retenez ce nom, je vais vous en reparler après, mais c'est une base de données qui compile en gros des milliers de retours d'expérience sur les drogues, c'est vraiment super utile. Il y a aussi des sources de nature académique en bas à droite. Académique ou médicale, j'ai regroupé les deux ensemble parce que ce qu'elles ont comme rapport, c'est qu'en fait c'est des sources qui ne sont pas à la base faites pour nous parler à nous, simples consommateurs. Donc c'est des sources qui sont un peu plus difficiles à accéder, on doit parfois les pirater. Pardon. C'est des sources qui sont un peu plus difficiles à accéder, parfois on est obligé de les pirater. Elles sont un peu plus compliquées à lire aussi, on doit souvent les vulgariser et parfois nous-mêmes monter en compétences pour y accéder, mais c'est quand même vachement utile. Et ces deux types de sources, on va devoir les juxtaposer et les faire dialoguer avec parfois des hiatus qui sont assez intéressants. Et c'est surtout de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Un exemple du travail qu'on fait, là c'est une page typique du Mixture, donc là c'est sur le mélange entre MDMA et antidépresseur ISRS. On a séparé, alors tendance synergique c'est un mot un peu complexe juste pour dire effet. On a séparé les informations sur les effets et les informations sur les risques, parce qu'on a considéré que c'était deux types d'informations différentes, ça répond à deux questions différentes. Qu'est-ce que ça va me faire et qu'est-ce que je risque? Le plus important, c'est qu'on a vraiment à cœur de relier chaque information à sa source et expliciter la source. C'est-à-dire que là, vous voyez à droite, j'ai marqué cette revue de littérature, c'est marqué en violet parce que c'est un lien cliquable qui mène à la revue de littérature en question. À gauche, j'ai marqué ce trip report, pareil, c'est un lien cliquable qui mène à un trip report sur Heroid. Et pour finir cette introduction et pour élargir un peu le propos, parce que l'autosupport, c'est pas que Psychonautes et Mixture et Psychoactif, j'ai décidé de structurer mon intervention avec une interview qui a été donnée en 2013 par les fondateurs de Heroid, le site dont je vous ai déjà parlé. En fait, j'ai trouvé cette interview très intéressante parce qu'ils abordent beaucoup des questions que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. En plus, c'est des gens qui font ce travail depuis 30 ans et donc ils sont hyper légitimes. Et voilà, ça me permet un peu d'élargir mon propos. J'ai pris comme point de départ la phase finale de l'interview. J'ai oublié de dire, leur pseudo à ces deux personnes, c'est Fire et Earth. On voit qu'ils sont nés dans les années 80. Donc Earth finit son introduction en disant « J'ai passé toute ma vie professionnelle à travailler contre les fake news ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, il parlait d'une étude qui a été publiée en 2002 par George Ricotte, une étude assez honteuse de quelqu'un qui voulait prouver que l'MDMA causait Parkinson. On a appris un an plus tard qu'en fait, il avait donné de la méthamphétamine à des singes et qu'en fait c'était n'importe quoi. Donc on peut parler d'une fake news organisée par le gouvernement américain, je trouve ça assez honteux, mais bon. Et je vais reprendre cette citation pour parler d'un cas un petit peu plus récent auquel j'étais personnellement confrontée. Donc toujours ce mélange entre MDMA et antidépresseur ISRS. Alors il y a un risque lorsqu'on prend des produits psychédéliques et qui jouent sur l'hormone de la sérotonine. On appelle ça le syndrome sérotoninergique. C'est concrètement une surdose de sérotonine. Ça, c'est un risque dont les gens s'inquiètent. Ce qui se passe, c'est que la MDMA, je vais le dire très grossièrement, libère de la sérotonine, et les antidépresseurs ISRS, je vais encore le dire très grossièrement, empêchent la destruction de la sérotonine. Donc sur le papier, on pourrait penser que surdose, mort. Pourtant, les retours d'expérience avaient l'air de plutôt te dire le contraire. Là, je cite quelqu'un de Psychonautes qui dit « Bon, je prends des risques, mais ayant connu des centres de prévention où des gens surdosés, tout ça, personne n'est mort. » Bon, je vais dire tant mieux. Et pourtant, on se retrouvait avec des études assez contradictoires, dont une de 2013, qui est une revue de littérature. Une revue de littérature, c'est censé être le truc qui met un peu tout le monde d'accord. Et là,
mortelle. Donc on se retrouve comme ça avec une confrontation entre expérience d'usager et expérience études sont liées assez contradictoires. Elles montrent un extrait du wiki de psychoactif et disent bon bah il y a un débat, on ne sait pas comment trancher. Lorsque je me suis intéressée à cette interaction, je suis tombée sur un document assez intéressant. En 2019, il y a une internaute de Reddit, dont le pseudo est Al et Gania, qui s'est mis en tête de lire la revue littérature dont j'ai parlé juste avant, simplement de la lire, un peu dans le processus dont on a parlé Pierre. Et je vais vous spoiler, elle a découvert que l'outil était complètement flingué en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun rapport entre ce que disaient les études citées dans la revue de littérature et ce que disait la revue de littérature. En fait, c'est un travail fait avec les pieds. Et cette personne, évidemment, dit dans l'ensemble, ma confiance dans l'examen planétaire a vraiment pris un coup. Il y a une baisse de la confiance envers la littérature scientifique, et c'est normal, ces études n'auraient jamais dû être publiées. En soi, c'est assez honteux. Et le pire, c'est que ça a servi de référence pendant quelques années quand même. Cet article a été traduit en français et posté sur le forum Psychonautes avec une conclusion légèrement plus optimiste, disant que finalement, il n'y avait pas besoin de grandes connaissances en pharmacologie et en neurologie pour se rendre compte si une étude est de qualité ou pas. Il suffit de la détermination, des connaissances basiques envers les drogues et un petit peu de sens logique. Donc finalement, nous sommes légitimes à nous emparer de savoir, à les lire et à les critiquer. Et nous pouvons dire, lorsqu'un protocole est flingué, désolé là, mais il y a un problème. Et pour aller plus loin, je me suis dit que ces différentes questions, que ces différentes réponses à la question que fait ce mélange, peut-être elles venaient de questions de recherche différentes. C'est-à-dire que lorsque l'équipe de Debré et al. A fait sa revue de littérature, la question qui se posait, c'est comment montrer qu'il y a un danger. Et lorsque Al et Debrya a relu cette étude, elle se posait la question, est-ce qu'il y a un danger? Et finalement, nous avons plutôt choisi de nous baser sur le rapport de MAPS, qui est une association multidisciplinaire pour les études psychédéliques, qui posait plutôt plus largement la question de qu'est-ce que ça fait. Ça nous a semblé finalement une démarche plus crédible. Et donc nous sommes basés sur le rapport de MAPS ainsi que sur d'autres revues de littérature que nous avons nous-mêmes trouvé plus crédibles pour construire notre fiche. Néanmoins, nous avons choisi aussi de montrer la controverse, de ne pas effacer les réponses contradictoires qu'il y a eu avant. C'est pourquoi nous disons, bon voilà, il y a tout encore, c'est le rapport de MAPS, etc. Mais par le passé, ce mélange a parfois été présenté comme un risque important. Nous pensons que montrer la controverse, ne pas la mettre sous le tapis, ça participe aussi d'une démarche scientifique, on va dire profonde. Il y a une autre citation que j'ai beaucoup aimée dans cette interview, c'est une citation de Fayer. Même si la MDMA est autorisée dans les centres médicaux, la plupart des gens l'utiliseront en dehors de ce contexte. Ce point tout à fait pertinent m'amène à aborder le problème de l'écart entre les contextes de consommation clinique et la consommation profane. Je vais prendre le cas du protoxyde d'azote, qu'on appelle aussi gaz hilarant, qui, avant d'être un truc sympa en soirée, est aussi un anesthésiant utilisé chez les dentistes. Lorsqu'il est utilisé chez les dentistes ou dans d'autres occasions, on pose un masque sur la personne, elle est monitorée, c'est-à-dire qu'on surveille si elle est constante, et elle est allongée, et ça dure à peu près une demi-heure, une heure, pour le temps de l'opération. La consommation festive, c'est on vide le gaz dans un ballon pour le faire refroidir, ensuite on inspire dans le ballon, on a des effets courts, rapides, et qui ne durent pas longtemps, et qui produisent vraiment une sensation de blast, quoi. Ça n'a vraiment rien à voir en termes d'effets, enfin si, il y a des effets en rapport, mais c'est pas vraiment la même chose. Et le problème, c'est que la plupart des études qui ont été faites sur les effets du protoxyde d'azote, bon déjà on a de la chance, on a des études sur les effets, ce qui est rare, et ben, en fait elles concernent ce premier mode de consommation. Et donc ça nous pose problème lorsqu'on se met en tête de vouloir produire de l'information à destination des usagers qui soit basée sur des questions scientifiques. Premier exemple, à gauche vous avez une fiche informative qu'on a voulu faire sur le protoxyde d'azote, et lorsqu'on a voulu parler des effets, on était un peu embêtés. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de références. Là, il y en a une, là, il y en a deux. Dans d'autres endroits, on parlait des risques, par exemple, il y avait 50 références. C'était beaucoup plus simple. Autre cas, lorsqu'on a voulu en parler pour l'interaction entre benzodiazépine, donc des médicaments anxiolytiques, et protoxyde d'azote, là, on a trouvé des études et concluait à un risque de pression respiratoire. En soi, c'est assez logique. On prend deux produits sédatifs, ça ralentit le risque respiratoire. Il y a un moment où la respiration peut s'arrêter et conduire à la mort. Le problème, c'est que dans une consommation récréative festive, l'effet dure 5 minutes, grand max, plutôt 1 minute d'ailleurs. Est-ce qu'on peut parler d'une dépression respiratoire pendant 1 minute? Peut-être cliniquement qu'on peut, mais ça me semble un peu, pas du tout pertinent en fait dans un cadre festif. Donc finalement, on a fini par conclure qu'il y avait un risque faible.
Et pour arriver à ce résultat, on a dû détourner et interpréter des sources médicales. Et ça, c'est un cas parmi d'autres, mais en fait, des exemples, j'en ai à l'appel. C'est-à-dire que pour chaque fiche mixture que j'ai fait, j'ai dû détourner et interpréter des sources médicales et les interpréter avec mon jugement à moi, ce qui franchement ne me met pas toujours à l'aise. Donc ce serait quand même mieux si on pouvait avoir des études faites pour s'accorder au contexte créatif. Moi, si j'avais de l'argent, de l'influence et tout, des instituts de recherche sur les mélanges, et on aurait des protocoles qui correspondent exactement à la façon dont les gens consomment. Par exemple, on aurait des gens dans la salle qui prendraient des ballons debout, peut-être qu'ils écouteraient de la musique, et ils en prendraient plusieurs fois dans la même séance. Oui, parce que du coup, ce trou dans la requête scientifique, ça nous pose vraiment problème quand on veut produire des informations à destination des usagers. Comme le dit Earth, ce qu'on n'a vraiment pas, c'est un modèle bien contrôlé qui ne soit pas axé sur les inconvénients. Et une fois que tout sera plus illégal, peut-être qu'on aura la possibilité d'obtenir des financements pour des questions un peu plus subtiles que le simple fait de mourir ou non. Là, la question que pose Earth, c'est qu'en fait, le cadrage scientifique, comme l'a dit Pierre, dépend aussi du contexte politique dans lequel est menée la recherche. Parce qu'évidemment que dans un contexte prohibitionniste, on ne va pas faire d'études qui ne soient pas axées sur les risques. Pourquoi s'intéresser aux effets des drogues si on n'est pas censé en prendre? Si, comme disait quelqu'un que vous avez dû connaître, la drogue, de toute manière, c'est de la merde. Je trouve ça assez triste, mais bon. Et pourtant, c'est une question hyper intéressante parce que lorsqu'on va prendre une drogue, en soi, c'est pas du tout inintéressant de se dire que si j'apprends tous les jours pendant 6 mois, je risque d'attraper un cancer du genou. Néanmoins, la première question que l'on se pose lorsqu'on prend une drogue, c'est qu'est-ce que ça va me faire? Qu'est-ce que je vais vivre? Je vais vous donner un exemple avec la fiche sur l'interaction entre kétamine et protoxyde d'azote. Alors là, j'ai vraiment trouvé aucune étude sur les effets, genre vraiment nada. Pourtant, c'est deux produits anesthésiants. Normalement, on trouve des infos puisque c'est un contexte médical. Mais là, il y avait vraiment que dalle. Par contre, sur héroïde, j'ai trouvé une trentaine de trip reports. Et c'est quand même beaucoup. Et en lisant ces trip reports, chacun à la suite, en notant les mots-clés, en notant les corrélations, etc., j'ai pu quand même faire une description que je trouve assez précise, même si ce n'est pas parfaite, qui parle d'une sensation de chute, de distorsion auditive, d'une expérience qui est soit jouissive, soit atroce, mais toujours marquante. Donc finalement, on arrive à une description phénoménologique de la chose, et que je trouve assez pertinente, parce que du coup, la personne qui s'apprête à prendre un ballon en plus de sa trace de quai, elle peut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ça maintenant? Et ça, c'est la réduction des risques. Alors pour le bien de l'argumentation, j'ai surtout présenté des trucs qui n'allaient pas, mais heureusement tout n'est pas perdu. Il y a aussi des études super qui sont faites, et maintenant je vais vous montrer un exemple d'étude que je voudrais voir plus souvent. Donc cette étude, comment le cannabis module l'expérience psychédélique en fonction de la dose. C'est une étude qui a été faite en Angleterre. Comme vous le savez, l'Angleterre est toujours un pays prohibitionniste, malheureusement, mais du coup ça a donné lieu à un protocole assez original, où comme les chercheurs ne pouvaient pas donner eux-mêmes du LSD et du cannabis à leurs étudiés, ils ont donné rendez-vous à des personnes qui comptaient consommer des psychédéliques dans la semaine. Ils les ont revus une semaine plus tard en leur demandant de décrire l'expérience au moyen d'un certain nombre d'échelles. Il y a différentes échelles, je ne me souviens plus de leur nom, hein, mais il y a le questionnaire sur l'expérience mystique, le questionnaire sur l'euphorie, le questionnaire sur est-ce que vous êtes dépensé, et le questionnaire sur est-ce que c'est une expérience difficile. Donc c'est assez classique, il est issu de la psychologie et qui décrit l'expérience elle-même. On pourrait penser que c'est une faiblesse de l'étude, le fait qu'ils n'aient pas donné le produit, qu'ils n'aient pas contrôlé la dose, que ce ne soit pas dans des conditions contrôlées. On pourrait dire que ça donne trop de biais, que c'est vraiment nul comme étude. Mais moi je trouve que c'est vraiment une grande force, en tout cas pour ce qui nous intéresse, parce qu'en fait ça reproduit les conditions. En fait, c'est même pas que ça reproduit les conditions d'usage réel, c'est que ça se base sur les conditions d'usage réel. Certes, l'étude est pleine de biais, mais ces biais, ce sont ceux qu'on va retrouver lorsqu'on consomme. Et donc en fait, ce qui pourrait être une faiblesse de l'étude la rend hyper pertinente dans le cas d'une optique de réduction de risque. Il faut noter que cette étude a été menée par le Centre pour les recherches psychédéliques, dans lequel on trouve notamment David Neuf et des personnalités qui s'intéressent beaucoup à la médecine psychédélique. Donc on voit que, une fois de plus, comme pour Max, assez franchement, les intérêts de la médicalisation des drogues rejoignent en partie ceux des consommateurs indépendants de drogue, en tout cas s'il s'agit de connaître les effets des drogues. Ce qui va m'amener à ma dernière fiche, qui est que certes les consommateurs de drogue
tirent des informations intéressantes d'études scientifiques bien menées, mais l'inverse est vrai aussi. Des études scientifiques bien menées tirent intérêt des savoirs exponentiels des usagers. Ça va dans les deux sens. À une certaine époque, il était bon ton, c'était normal, en fait, et même éthique, que des psychiatres, des médecins et même des chercheurs testent sur eux-mêmes les drogues qu'ils allaient donner à leurs patients et qu'ils allaient étudier. Pourquoi? C'est pas pour rien en fait, c'est parce que les savoirs exponentiels ont une vraie valeur. Le savoir expérientiel, il guide la recherche, il l'informe, il la précise et parfois il la contredit. Et ça, c'est hyper important. Les consommateurs de drogue n'ont pas des savoirs exponentiels uniquement sur les consommateurs de drogue. Ils ont des savoirs exponentiels sur les drogues elles-mêmes. Et moi, ce que j'espère sincèrement de ce réseau, c'est qu'ils permettent de valoriser ces savoirs qui sont si précieux, qui pour l'instant sont au mieux ignorés, au pire conspués, et pourtant qui sont tellement utiles, quoi. Merci. Merci Salomé. Gilliane, tu peux venir. Ah non, c'est peut-être Serena d'abord? Ouais. Non, bah vas-y Serena. Est-ce que je peux gérer les diapos? Ouais, vas-y, gère tout. Bonjour à tous et à toutes. Moi je m'appelle Serena Garbolino et aujourd'hui je suis là en tant qu'ingénieure d'études au CESTIM. Cependant, voilà, j'ai un petit peu une double casquette. On pourrait dire que voilà, il y a un côté plutôt académique et un autre plutôt communautaire, dans lequel voilà, je suis investie aussi dans une association pour l'autosupport. Mais aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble en fait quelque chose, un projet de recherche qui du coup a eu lieu entre le CESTIM et des associations, et plus spécialement le collectif FIFI, dont il y a des représentants dans la salle, que je remercie dès tout de suite, pour voir un petit peu en quoi en fait la co-construction de ce projet a servi en fait au projet lui-même, et ça a permis d'aboutir à certains résultats préliminaires quelque part, ou en tout cas à mettre en avant explorer certains enjeux même de la question recherchée, que dans ce cas précis c'est l'ARDR, un milieu festif. Du coup, pour vous présenter un petit peu ce projet, on en vient directement du coup au centre, en quoi ça consiste, et c'est un projet qui s'attaque à l'évaluation des effets des actions, entendu dans leur acceptabilité sociale, les effets d'empowerment sur le public et dans la trajectoire des intervenants, et les enjeux de la RDR festive mise en place par le collectif. Il faut savoir que c'est un projet de recherche que du coup est né d'une demande qui vient d'une des associations qui composent le collectif, que du coup a interpellé le CESTIM pour monter, financé par l'ARS Île-de-France, ce projet d'évaluation dans un contexte, comme on le verra, assez inexploré pour ce qui est de l'évaluation de l'RDR festive. Pour cette étude précisément, on a à peu près 3 phases, on peut dire. La première, c'est une phase exploratoire, mais qui est pourtant, comme on le verra par la suite, extrêmement importante, parce que c'est celle de rencontres réciproques. Réciproque parce que c'est une rencontre des acteurs, mais aussi les acteurs qui rencontrent la recherche, dans laquelle on établit la demande, on la reformule, et dans l'exploration du terrain, en fait, on peut vraiment créer un questionnement de recherche qui parle à la fois au côté académique, qui du coup essaye d'élaborer des outils scientifiques qui s'adaptent aux besoins qui émergent directement des personnes concernées. Suite à cette phase exploratoire, bien que après, comme on le verra, c'est quelque chose qui s'intercroise, pas forcément un ordre chronologique précis et étanche. Il y a un volet qualitatif du projet qui consiste à la fois un entretien semi-directif, qui est quelque chose d'assez répandu, surtout dans les recherches qualitatives en santé publique, dans des focus group,
une partie ethnographique que, comme on la verra, ça sert particulièrement la démarche de construction, et un volet quantitatif aussi avec un questionnaire. Du coup, ça c'est juste pour que vous ayez une idée d'ensemble du projet en lui-même. Cela dit, je pense que c'est très important de vous présenter directement la composante communautaire du projet, que du coup c'est le collectif IFI. Sûrement, il y a des personnes qui sont mieux situées que moi pour en parler, vous le présenter. Mais je pourrais dire de ce que j'ai vu et compris, mais on pourra me corriger éventuellement ou compléter. C'est un collectif que du coup porte son nom de l'acronyme Intercarud de Festif Île-de-France, qui existe depuis 2011 et en fait a comme but celui de mutualiser de ressources, que ce soit des ressources humaines, que ce soit des ressources logistiques, pour intervenir en réduction des risques en milieu festif, avec aussi un esprit de gouvernance partagée, d'horizontalité, dans lequel les différentes composantes de ce collectif se retrouvent, discutent et procèdent ensemble. Et essentiellement, il y a actuellement, parce que ça a évolué au cours du temps, cette association qui en font partie. C'est une spécificité importante aussi par rapport à d'autres associations qui existent, qui œuvrent dans le milieu festif, c'est des CARUD, dont on sait que la mission principale, pour la plupart, n'est pas celle d'investir le milieu festif. Cependant, dans ce cas-là, il y a une grosse mobilisation de personnes qui interviennent en festif pour IFI. Et du coup, ça a la spécificité d'être des personnes que parfois ils travaillent dans les CARUD, mais parfois sont volontaires. Et du coup, ils se retrouvent à travailler bénévolement, en tout cas à intervenir bénévolement aussi, en utilisant aussi parfois leurs compétences de savoir expérientiel. Du coup, voilà, ça c'est pour avoir une idée un peu globale de l'aspect communautaire du projet. C'est le symbole que je vous ai mis. Ça a aussi construit à partir du collectif lui-même, qui a mobilisé des ressources internes pour changer le logo, qui est assez récent. Parce que malgré le fait qu'il s'agit d'un collectif ancien, ça fait quelques années qu'il a été dynamisé et notamment avec aussi ce nouveau logo. Du coup, ça c'était pour les éléments contextuels, mais ce que nous intéressait aujourd'hui spécifiquement, c'était ce concept de co-construction. Co-construction, c'est du coup construire ensemble. J'ai utilisé le mot co-construction et non pas recherche communautaire ou participative, vraiment dans ce contexte-là, parce que dans ce projet lui-même, il me semblait de ne pas vouloir usurper le concept même de recherche communautaire, parce qu'il s'agit, dans ce cas précis, d'une construction avec, que ce soit au niveau de la demande et des différentes phases du projet, mais dans lequel, par exemple, il n'y a pas, comme d'autres projets aussi au sein du CESTIM, un conseil communautaire qui est présent. Et du coup, c'était pour cette raison-là que j'ai préféré utiliser ce mot. Du coup, comme on l'a vu, il s'agit déjà par contre, la demande elle-même, elle vient d'une association qui est composée de collectif. Et du coup, je pense que c'est déjà une spécificité du projet. Et c'est intéressant de le considérer. Et c'est intéressant aussi de savoir que du coup, à partir de cette demande, il y a une sorte d'acculturation réciproque entre recherche scientifique et acteurs et actrices du terrain. Et en fait, c'est dans l'interaction des deux qu'on aboutit à une problématisation de la question et qui la transforme en véritable question de recherche scientifique. Parce qu'en fait, toute l'articulation et le processus même de co-construction est vraiment là, dans le fait de pouvoir traduire quelque part un besoin, qui est un besoin parfois opératif du terrain, dans des termes que soient valables
avec une rigueur scientifique. Parce que c'est ça aussi qui est important, ce n'est pas parce que c'est de la recherche participative, ou en tout cas en co-construction, que c'est moins rigoureux ou moins valable, moins légitime scientifiquement que d'autres projets. Du coup, voilà, ça c'était quelque chose dont je voulais vous parler. Et vu qu'il s'agit quand même de recherche scientifique, je voulais faire juste un petit panoramique un peu bref pour vous présenter dans quoi ça s'insère quand même ce projet. Parce qu'il faut dire que la recherche en RDR festive, elle existe déjà, c'est pas ce projet-là qui l'amène pour la première fois. Cependant, on verra que ce projet-là est essentiel pour amener aussi des éclairages sur une recherche qui n'a jamais approfondi, comme il permet de le faire ce projet, les éléments de recherche, pas seulement en milieu festif, pas seulement en réduction des risques, mais un peu des deux. D'ailleurs, l'image, ça vient du Facebook d'IFI. Voilà, je me suis permise de l'afficher pour... Voilà, ok, d'accord. En tout cas, pour savoir que sûrement, comme nombreuses et nombreux des personnes qui sont là, s'ils s'intéressent à la recherche scientifique, savent que les études sur l'RDR en général, ils sont bien abondants. Parfois aussi avec un intérêt pour la RDR festive, mais avec une approche toujours assez spécifique, ou dans la santé publique, ou dans la médecine, ou dans les sciences du travail social, dans la sociologie. Et aussi, il y a des études qui ont été faites pas mal sur ce qui est le milieu de la musico-électronique, on va dire, le milieu festif occidental contemporain, dans lequel, là aussi, avec des approches disciplinaires très divergentes, différentes en tout cas, qui vont de la musicologie en passant par l'éducation, même la géographie, l'anthropologie et l'histoire, on aborde des thématiques concernant la musique électronique. Mais pour ce qui concerne les études de la RDR festive en France, il y a très peu d'études qui analysent, qui s'intéressent à ce domaine de recherche, qui n'est même pas vraiment un domaine de recherche en tant que tel, parce que souvent c'est des études qui partent vraiment d'exigences pragmatiques et heuristiques. On a une littérature grise, du coup tout ce qu'on appelle, voilà, tout ce qui sont des rapports, etc., très riches. Mais voilà, ce projet-là, ça s'insère aussi dans un contexte où il y a quand même un besoin d'éclaircissage pour ce qui est la recherche en RDR festive. D'autant plus que là, il s'agit aussi d'un autre élément, c'est-à-dire celui de l'évaluation. Et là, quand on parle d'évaluation en RDR festive, eh ben, on a très très peu d'études qui sont faites spécialement avec cet angle-là. Parce qu'il y a des études qui s'attaquent à l'évaluation de la RDR, de la réduction des risques, mais là, souvent, c'est déjà fait en prenant en compte quand même les difficultés qui peuvent être présentes pour évaluer l'RDR en général. Et ces difficultés-là, elles émergent encore plus quand il s'agit de RDR festive. Et en fait, ce qu'on a vu grâce aux amorçages de ce projet, c'est qu'en fait, la co-construction, ça permet déjà d'apporter quelques réponses en fait, à cette difficulté qui vient de la complexité des enjeux. En fait, et à la complexité des enjeux. Et en fait, l'approche de co-construction permet dès tout de suite d'élucider la complexité des enjeux de la RDR festive en apportant des hypothèses de recherche valables ou pas, en tout cas à mettre en jeu et à étudier, et qui peuvent alimenter le projet de recherche en lui-même. Du coup, là, c'est juste pour revenir au projet du coup IFI-SESTIM et voir un petit peu quelles méthodes ont été utilisées et c'est quoi le rapport entre les méthodes utilisées et la co-construction. Parce qu'il y en a quand même un. Surtout parce que pour résumer, du coup, il s'agit d'un projet qui se base sur des méthodes mixtes. C'est quelque chose qu'on voit souvent, surtout dans les projets de recherche au sein du SESTIM. Méthode mixte, ça signifie qu'il y a des méthodes qualitatives et quantitatives. Et dans ce cas spécifique, on va dire que c'est une étude concomitante convergente, c'est-à-dire dans laquelle les données quantitatives et qualitatives sont collectées simultanément et ensuite comparées. Mais cela est
important aussi, si on considère des outils qui sont pas tout le temps, auxquels on ne fait pas tout le temps recours dans la recherche en santé publique, comme par exemple les méthodes ethnographiques, que dans le cas du projet du CESTI-MIFI ont par contre été utilisées. Parce qu'en fait, l'ethnographie en santé publique est souvent utilisée pour, en tout cas elle est documentée, pour apporter des réponses sur les terrains dits difficiles, je mets entre guillemets parce que voilà, c'est toujours difficile peut-être pour les chercheurs, mais en soi un terrain n'est pas difficile. En fait, je trouve stigmatisant aussi parler à la place des gens et dire que c'est des personnes difficiles. Du coup, c'est pour ça que c'est souvent la difficulté pour les chercheurs d'y accéder. Mais effectivement, dans ce contexte-là, l'utilisation d'outils ethnographiques a été quand même documentée et ça a été voilà, mis en évidence comment ça pouvait apporter des réponses qui étaient impossibles par d'autres outils. Dans le milieu festif aussi, ça a été un peu, ça fait ses preuves et ça démontrait du coup son intérêt pour la santé publique. Et d'autant plus si on se pose avec une démarche de santé communautaire. Parce qu'on le verra du coup un peu par la suite hein, aussi dans quoi ça consiste les méthodes ethnographiques qui ont été utilisées. Mais si on veut résumer, dans le cas du projet IFI, CESTI-MIFI, les méthodes ethnographiques ont permis, grâce aux allers-retours continuels en fait entre le terrain et les chercheurs et chercheuses, de co-construire les besoins de recherche. Et ce qui a permis, comme je l'ai déjà dit, mais procéder à un espace d'acculturation réciproque qui a permis de développer conjointement, par exemple, les indicateurs nécessaires aussi à l'évaluation. Et ce qui a permis d'aboutir et faire émerger une problématisation scientifique de la compréhension opérationnelle détenue par les acteurs et actrices. Du coup, on part de là. Les acteurs et les actrices, ils détiennent une compréhension qui est opérationnelle du terrain et l'apport et les échanges continuels et la co-construction permet de problématiser scientifiquement. Pour revenir du coup aux outils ethnographiques qui ont été utilisés et quels apports ont mené dans la co-construction du projet, on va dire qu'une partie du volet qualitatif a été fait en utilisant l'observation participante. L'observation participante est un peu la méthodologie phare de l'ethnologie à l'ancienne, on va dire à l'ancienne tout court, mais qui a été pas mal remis en question, notamment par la partie de subjectivité, parce que voilà, c'est à travers ce qu'il vit le chercheur ou la chercheuse que du coup se retrouve à participer dans certains contextes. Du coup, ça a été un peu critiqué dans le sens que c'était considéré quelque chose de trop subjectif. Cependant, pas mal d'études et de réflexions au sein même de la discipline ont permis de la légitimer scientifiquement en démontrant que c'était quand même une discipline rigoureuse et surtout si on met en évidence comment, si on situe le point de vue à partir duquel les données sont collectées, en fait, on peut voilà, tout à fait donner une valeur de données scientifiques aussi aux données qui arrivent de l'observation participante. Et dans le cas de ce projet, ça consistait à des observations participantes, par exemple, dans des formations de bénévoles, dans des observations participantes aux interventions sur le terrain, des interventions d'ARDR festives, que ce soit en milieu légal, illégal, de participation participante aux réunions de coordination, et aussi des canaux de communication de le Discord. Et tout ça, ça a permis de tisser des liens, ça a permis voilà, des allers-retours qui ont concrètement co-construit le projet. Là, il y a d'autres outils qualitatifs sur lesquels je vais peut-être pas m'attarder maintenant. Et dire aussi que le projet était composé par un volet quantitatif, pour lequel aussi il y a eu quelques allers-retours avec le terrain.
Et car c'est un questionnaire, du coup, pour le côté quantitatif. Et là, c'est les acteurs de terrain qui interviennent directement, parce que c'est un questionnaire auquel on peut accéder en flashant un QR code. Et ce QR code est sur un petit flyer. Et ce flyer a été distribué pendant des interventions en festif. Une fois qu'on a flashé ce QR code, on tombe sur le questionnaire qui se veut, qui comporte une trentaine de questions. Ça prend 15 minutes et il se veut le plus possible user-friendly et responsive, dans le sens que c'est prévu pour être lu aussi sur un téléphone portable, pour que les personnes elles puissent leur répondre directement quand elles le souhaitent. Le but d'ailleurs, c'est qu'ils ne répondent pas forcément lors d'une soirée, parce que ça a été vu aussi dans d'autres projets, la difficulté de passer un questionnaire lors d'un événement festif. Voilà, ça comporte il y a certains freins évidents ou pas, mais en tout cas il y a certains freins. Et le fait de pouvoir le faire par la suite, ça élargit les possibilités. Et dans ce cas-là, c'est les intervenants directement qui distribuent ce flyer et invitent les personnes à contribuer à la recherche. Voilà. Mais par contre, c'est les personnes du public qui répondent. Voilà. Et voilà, ça c'était un peu pour voir les différents outils qui étaient utilisés. On peut en arriver à la phase des résultats préliminaires. Je ne parle pas de résultats en général, d'une part parce que il y aura un autre moment dans lequel les résultats ils seront présentés. Il s'agit du séminaire organisé par l'IFI qui sera le 30 novembre prochain. Mais au-delà de ça, c'est parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas tant analyser du coup ce qui a amené par exemple l'analyse avec différents outils comme le logiciel Envivo de tout ce qui est le qualitatif par exemple, ou les analyses statistiques du questionnaire, mais c'est plutôt voir vraiment comment on est arrivé à des hypothèses de recherche grâce à ce processus même de co-construction. Et par exemple, on a pu remarquer les différentes typologies d'intervention RDR. On a pu comprendre qu'il y a des spécificités propres à la RDR festive, qu'il y a des enjeux liés à l'institutionnalisation. Par exemple, la capacité de la RDR festive de répondre à des besoins auxquels les institutions n'arrivent pas ou que difficilement à mener des réponses efficaces, à questionner le rôle du savoir expérientiel, surtout par exemple dans l'utilisation du travail volontaire et bénévole. Bref, tout ça, c'est des choses auxquelles on a abouti en montant le projet. Et le fait de le co-construire, ça a déjà permis d'élaborer des hypothèses de recherche qui viendront à être questionnées par la suite. Mais voilà, je trouvais vraiment intéressant de démontrer que le processus même de co-construction apporte un aboutissement déjà à la construction d'un projet qui du coup est intelligible en termes scientifiques, et en plus à développer des hypothèses de recherche. Et sur ça, voilà, je remercie déjà les IFI et les personnes qui sont aujourd'hui ici, et toutes celles et ceux qui ont contribué au projet. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a des ressources annexes qui sont citées dans le PowerPoint et sont accessibles. Du coup, voilà, je ne vais pas vous les présenter, mais sachez qu'elles sont disponibles pour les approfondissements. Et on verra plus tard les questions. Merci Serena. On va passer à l'avant-dernière présentation. Et ensuite, on aura un temps pour les questions. J'espère que vous avez noté vos questions. Bonjour à tous, je suis Jiane Elmedeb de l'association Nouvelle Aube, et aujourd'hui je dis on parce que j'ai un collègue qui est ici, et on est plus particulièrement venu vous présenter la revue Sans d'encre, sachant que la revue c'est la partie émergée
d'un iceberg qui est plus le projet sans d'encre et qui est un outil et qui aussi permet de publier de la recherche vulgarisée principalement. Et c'est aussi dans ce cadre aujourd'hui qu'il y a ce lien avec le réseau AREN et Nouvelle Aube. Je vais peut-être d'abord vous contextualiser rapidement. On est une association autosupport marseillaise qui s'est constituée dans l'accompagnement aux droits et aux soins de personnes qui vivent principalement en rue, squat, prison, abri, mais aussi dans plein d'autres situations de cumul des vulnérabilités diverses et variées. Et à des endroits où il y avait souvent, dans les personnes qu'on connaît, des manques d'accompagnement direct sur des choses de première nécessité très basiques, du duvet au réchaud, en passant par d'autres éléments de la survie, pour ensuite pouvoir avancer avec les personnes sur leur volonté de parcours de soins. On est particulièrement concerné et actif sur les questions des consommations de produits. C'est aussi pour ça qu'au fur et à mesure, on a développé des compétences. L'asso a aussi grandi et on s'est beaucoup ouvert. C'est parti d'une asso de 2 personnes qui aujourd'hui est une asso avec un CA qui a grandi, des projets qui se sont développés. On va sur différents terrains qui nous paraissent nécessaires, là où on n'arrive pas à trouver des solutions en réseau, parce qu'on travaille sur Marseille, mais aussi sur la région PACA et en France, sur comment accompagner les personnes sur les parcours qu'elles ont envie de mener, que ce soit des parcours de soins très explicites, des besoins de papier, de raccord avec le droit, ou des parcours de vie, des questions liées aux maladies chroniques, des questions liées au changement de genre, où beaucoup de personnes sont concernées en linéaire par des problématiques de santé mentale à un moment de leur vie qui pèsent sur complètement la manière dont ils construisent leurs projets. Et on considère qu'à la fois en interne, donc dans les salariés de l'association, il y a toutes ces raisons-là, en tout cas, d'embaucher des gens. Il y a aussi des profils plus professionnels, on va dire, mais qui sont concernés par les sujets dont je viens de parler. Mais il y a aussi des infirmières, il y a aussi des assistantes sociales, parce que l'idée, c'est de travailler, bien sûr, en bonne intelligence, en réseau, et aussi, depuis le début, avec la recherche, d'être capable de... Nous, on était ravis quand on a pu se former au TROD et que des gestes qui étaient que des gestes de soignants ou réservés à des professionnels de santé soient aussi possibles pour atteindre plus de monde ou différemment, et d'essayer d'avancer avec des projets différents qui n'étaient pas des évidences. Un projet de revue pour une association qui est plus dans le médico-social et en autosupport, c'était pas un truc évident d'aller vers ça. Mais on a considéré qu'il y avait peut-être des problèmes de compréhension mutuelle, d'envie des personnes usagères de drogue, concernées par des maladies chroniques, souvent dans des situations qui considèrent qu'on leur donne pas assez, voire jamais la parole, voire qu'ils ne la méritent pas, qu'il y a un moment, qu'il y a un endroit en tout cas où faire remonter cette parole-là, mais aussi énormément de supports de prévention, de recherche, d'expression qui ne se croisent pas. On a des domaines dans la vie et la littérature est souvent cantonnée à des domaines. On trouve des brochures de prévention dans les lieux dédiés, on trouve des revues scientifiques avec des termes qui ne sont pas tout à fait accessibles aux gens, à la personne lambda. On trouve des fanzines plutôt dans les milieux squat-rue, on trouve des tracts militants dans les manifs. Et on trouvait que c'était intéressant que ce vivier de culture et d'information qui, des fois, ont du mal à communiquer ou à se comprendre, se retrouve à un endroit, alors qui reste certes un endroit, entre guillemets, littéraire, parce qu'il ne s'adresse qu'à des personnes qui savent lire. Alors, il y a beaucoup de visuels dans l'idée qu'on raconte autrement, mais on est beaucoup sur un outil qui a ses limites aujourd'hui. On en reparlera après dans le développement. Donc cette revue, elle rassemble vraiment une diversité de gens, ça je viens de vous le dire, mais surtout elle sert en fait de levier de rencontre, de connaissances
d'appui pour rencontrer des personnes qu'on suit aussi ensuite sur bien d'autres questions que juste l'envie d'être publié, même si moi je dis juste l'envie d'être publié. Pour beaucoup de gens, c'est pas juste quelque chose d'anodin, c'est une consécration. Et c'est pas péjoratif que de dire ça. C'est vraiment important d'avoir le droit d'exister dans des endroits transversaux de cet ordre. Et ça permet aussi d'aller vers plus de confiance et donc des fois plus d'envie de rencontres. Il y a beaucoup de personnes qui sont en rupture de contacts sociaux, qui ont vraiment des isolements lourds par période dans leur vie. Et ça permet vraiment de créer ces rencontres lors d'ateliers, lors d'événements. On va peut-être avancer dans les tchouk-tchouk. Je ne sais pas si j'ai juste à appuyer. Je pense que tu peux appuyer. J'ai suivant, ça n'a pas. Voilà. Et dans l'idée d'être cet outil d'accompagnement-là, on a vu au fur et à mesure des numéros que beaucoup de structures l'utilisaient pour interagir soit avec des personnes envers lesquelles ils n'avaient pas forcément les mots ou la manière de présenter, s'appuyer sur le témoignage de quelqu'un d'autre pour raccorder sur des questions d'accompagnement en alcool. La RDR, c'est quelque chose qui, entre guillemets, à nous paraît un petit peu évident, mais qui ne l'est pas pour beaucoup de structures. Ça permet aussi de faire le lien qui fait qu'on nous demande autre chose. Des endroits où on intervient, par exemple en atelier, vont ensuite nous demander des tests de venir pour faire des TROD, vont nous demander pour de l'accompagnement à l'injection. Donc c'est une manière, au-delà de diffuser du savoir, c'est vraiment de créer du réseau là où il existait à certains égards, mais pas forcément. Donc on voit bien qu'au niveau régional, parce qu'on diffuse principalement en région PACA, dans à peu près 200 lieux, que ce soit des cantines, des XAPA, des bars, des projets alternatifs. On tient aussi à avoir cette diversité d'entrées-là. On tire 6000 exemplaires par numéro aujourd'hui. On est parti on en tire 3 par an. J'aurais peut-être dû commencer par là. Des chiffres. On en tire 3 par an, donc on en est à 6000, on en tirait 3000. On a augmenté tout ça parce qu'on a eu plus de demandes, mais aussi parce qu'on a eu plus de budget. Alors ça va, ça vient, hein, ce n'est jamais immuable. C'est toujours des projets compliqués à tenir et à défendre parce que c'est secondaire dans la vision, des fois la culture ou la réflexion collective est quelque chose pour qui a le temps. Alors que c'est pas, enfin on se rend bien compte que pour les usagers comme pour les structures, c'est pas vrai et c'est indispensable en fait ce temps imparti à l'échange des savoirs, des idées et des pratiques. C'est pour ça que ça fait longtemps que nous, l'association, on est intéressés par les moments de recherche et de pouvoir impliquer des usagers en tant que sachants, en tant qu'experts, et ne pas être juste là des fois en tant que témoin dans une petite boîte qui vient dire j'ai vécu quelque chose. Donc on milite aussi pour que les personnes qui publient aient accès à la formation et accès à d'autres niveaux d'existence que juste des fois passer par la revue. Donc on accompagne les projets professionnels, on accompagne les volontés de parcours de soins sur du temps, donc on ne fait que rencontrer plus de monde. Et pour l'instant, ça continue à faire sens, dans le sens où on reçoit beaucoup d'écrits, de dessins, de demandes de structures, de venir présenter. Donc on voit bien que ça mérite en tout cas de continuer, tant qu'on est dans cette dynamique-là. Je vais peut-être donner quand même 2 minutes là. Non, tu veux pas? Je voulais donner la parole à Julien qui lui s'en sert pas mal dans ce qui peut être tournée de rue, donc je peux expliquer aussi moi-même, mais c'est intéressant que quelqu'un d'autre parle vu que tu es là. Mais... C'est la même chose que tu as dit. Tu as déjà dit ça. Tu as déjà dit qu'on faisait le lien avec.
Non, mais au-delà de faire le lien, ça permettait aussi d'avoir des petites touches de ce en quoi réellement, dans un sens comme dans l'autre, des personnes du public nous transmettent des écrits ou des textes. Et c'est à partir de là qu'on construit les dossiers. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la préconstruction thématique, même s'il y a des grands sujets qui reviennent de façon assez systématique parce que les gens ont bien compris la couleur de l'objet. Qui est plutôt effectivement sur des questions de difficulté en tout cas, ou de parcours, mais même s'il y a de la poésie ou des choses comme ça, on a un objet plutôt qui traite de questions de moments difficiles en fait. Mais ça va dans les deux sens, c'est-à-dire l'objet va vers les personnes, mais c'est grâce aux personnes qu'on rencontre qu'on le construit. On travaille pas mal aussi avec des chercheurs qui sont à la fois impliqués dans le comité de pilotage depuis le début, dont des membres du réseau AREN, Pierre Roux, il y a Laëlia que je vois là. Enfin, ce qui nous a permis à la fois d'enrichir les dossiers avec ce côté vulgarisation scientifique qui, pour nous et pour les lecteurs, en fait, est très intéressant. On peut le dire au bout de 13 numéros parce qu'on a des retours, en fait. Et sur des sujets sur lesquels ne seraient pas forcément allées les personnes, le fait de passer d'un témoignage qui est peut-être plus attirant et d'avoir derrière des textes de recherche, de la connaissance sur les produits, de la connaissance sur les maladies chroniques, en tout cas l'apport de savoir et d'avoir des retours aussi peut-être un peu plus en temps réel que la réalité du rythme de la recherche. Ça, c'est quelque chose qui intéresse aussi les chercheurs qui publient dans la revue. Et du coup, ça permet dans le comité de pilotage, le fait qu'il y ait des chercheurs qui soient impliqués, d'enrichir chaque dossier en pensant d'autres supports qui vont être des outils de communication. Alors ça, je vais peut-être vous laisser lire pour ceux qui veulent, mais je ne vais pas vous le faire en long, en large et en travers, mais c'était vraiment une manière de... C'est de là qu'on est parti, en fait, pour créer le projet, dans la question de quel est le contexte en région PACA, quels sont... tout à l'heure, on parlait des publics cachés, ou quelles sont les problématiques de territoire, en fait, qui sont peut-être plus particulières pour nous, et qui nous ont donné envie de monter ce projet-là. On a aussi été inspiré à l'époque par un journal qui s'appelle L'Injecteur. Pour ceux qui connaissent, c'est un journal canadien qui concerne... Comment ? Québécois. Et du coup, on est allé les rencontrer à Montréal et dans l'idée comment dire, de construire en ayant échangé avec un lieu qui avait déjà ouvert une salle de consommation à moindre risque, parce que c'était déjà quelque chose qui nous posait question à Marseille depuis longtemps. Et on s'est aussi tout de suite un peu rendu compte à ce moment-là qu'on avait envie de faire un outil plus diversifié en tout cas que quelque chose d'uniquement ciblé sur l'usage de drogue ou la question de l'addiction, et qu'en fait on voulait ouvrir un espace qui n'existe pas forcément encore comme il existe, en valorisant aussi beaucoup, dans le même temps que le fond, on avait envie que la forme soit un magazine d'art, entre guillemets, et que le visuel aussi ait une grande part, parce qu'il faut savoir lire. Et que ça, c'est grosse limite. Donc, je vous disais tout à l'heure, on va essayer de développer tout un côté sonore, en fait, parce que le problème de l'accès, traduction, volet sonore, parce que sinon, on reste aussi, nous, on voit bien voilà, ça limite pour toute personne qui ne sait pas lire, et ça fait quand même beaucoup de monde par rapport aux personnes avec qui on travaille et qui sont aussi concernées, je pense, toutes les populations de migrants. Enfin, il y a vraiment, du coup, un accès limité. Alors on parle d'eux, mais souvent sans eux, enfin, sans qu'ils puissent avoir accès à ce dont on parle, et c'est quand même un problème. Même si certains ont leur texte traduit, ils ne peuvent pas lire le texte. Enfin voilà, on a nos limites pour l'instant, donc on a encore des choses à faire. Des chiffres. Des chiffres, je vous en ai parlé un peu. Là, c'était plus pour résumer un peu une année de projet et comment on travaille. La diversité des lieux dans lesquels on distribue,
Le fait qu'on fasse des événements de sortie à chaque fois, c'est pas juste parce qu'on a envie de faire la fête, même si c'est quelque chose qu'on aime bien. C'est surtout des moments où les gens se rencontrent sans étiquette en fait. C'est là où on peut discuter au-delà des besoins de première nécessité. Ça concerne aussi bien les soignants que les chercheurs qui souvent rencontrent les personnes avec qui on est en contact sur des besoins de première nécessité en permanence. Et on sait très bien que vivre d'autres moments et se rencontrer de cette manière-là, ça a plein d'efficiences dans ensuite la considération, la confiance, la manière dont quelqu'un peut aborder un soignant qui, le voyant hors contexte et ayant une conversation de soirée, des fois ça restaure le lien là où la blouse blanche crée un mur. Donc on a bien vu que ces mélanges-là, ils sont utiles aussi. Oui, là c'était pour vous détailler un peu les pôles de la revue. C'est beaucoup de temps et de travail parce qu'on est dans la volonté de faire un objet participatif déjà. Donc pour ceux qui font de l'éditorial, vous savez le temps que ça prend, comment ça demande aussi de se poser des questions qui, nous, à des moments, sont assez problématiques sur l'organisation des montages de la revue. Des gens sont des fois dans des situations de crise dans ce qu'ils nous écrivent et ils hésitent, ils veulent publier, ils veulent pas publier, ils veulent signer, ils veulent pas signer. Nous, notre travail principal, c'est d'accompagner la parole en étant dans le soin de la personne. Le scoop ou l'histoire hyper dure ne nous intéresse pas en elle-même, donc on n'est pas là pour faire remonter un maximum de choses difficiles. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans comment on construit les temps de travail. À l'heure d'aujourd'hui, on est 2 salariés sur la revue, mais il y a tout le réseau de première ligne, on va dire, de l'association, qui est une équipe de 10 personnes qui sont ceux qui travaillent en maraude, en extérieur, qui ensuite travaillent avec nous sur l'accompagnement des situations de santé et qu'on oriente aussi vers le réseau marseillais et hors Marseille. Et aujourd'hui, la revue est diffusée aussi beaucoup dans d'autres lieux en France. Donc on pourrait passer à une autre échelle, mais on n'en est pas là. Bon, ça c'est pas pour le lire, c'est un peu tout ce que je vous ai déjà dit. C'est une manière de juste résumer rapidement ce en quoi aujourd'hui, dans les retours qu'on a, c'est un outil, ce en quoi le fait de construire un outil d'intelligence collective, c'est pas pour le fun, c'est parce que vraiment on pense qu'il y a souvent il y a la tête et les jambes, il y a des mécaniques qu'il faut vraiment bouger, et la considération de l'autre et l'écoute, quel que soit le savoir des uns ou des autres, universitaires ou pas, si ça peut vraiment avancer dans un sens, dans les deux sens en fait, parce qu'on est beaucoup sur les questions du travail pair, de qu'est-ce qu'un pair, est-ce que c'est de là qu'une personne est embauchée, parce que nous on est autosupport, donc c'est toujours important de savoir qu'est-ce que ça veut dire et ce en quoi être estampillé et fait de nous ce qu'on est. Donc ce qu'on a envie, c'est de toute façon là-dedans que plein de structures dans leur manière aujourd'hui aussi d'accueillir des pairs, là je biaise sur complètement autre chose, plein de pairs sont accueillis en ce moment dans des structures et on espère que ça va aller au-delà d'être une tendance parce qu'il y a des subventions et qu'on va arriver à une collaboration et une transversalité plus importante de manière générale dans la vie. Et rapport au temps, je vais peut-être vous laisser là. Voilà. Merci beaucoup. Je m'assois. Bonjour. Alors moi je suis très content de faire partie du réseau AREN parce que comme ça Pierre
Pierre tape sur mon directeur de thèse qui calcule le coût social des drogues. Et il tape aussi sur mes petits copains qui ont pondu le caste. Oui. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien. Non, ça fait du bien parce que c'est de la recherche participative. Je suis économiste, je vis dans mon bureau face à mon ordi. Je vois personne de toute la journée. Ça permet de sortir du bureau, d'aller voir des gens concernés, je crois très fort et de plus en plus fort au savoir expérientiel. Donc voilà, ça me fait du bien et ça me fait du bien. Je vous présente aujourd'hui une recherche qui a été financée par l'IRESP, c'est 550 000 € sur 3 ans. Je tiens à les remercier parce que même si, alors c'est enregistré, donc je vais essayer de ne pas dire de bêtises, ou, enfin si, bon, allons-y, on s'en fiche. C'est un peu des mensonges quand on dépose un projet de recherche. C'est un peu des mensonges parce qu'il faut se conformer à un modèle, il faut se conformer à des attentes qui ne seront pas véritablement effectuées pendant la recherche. Et cette recherche-là, principalement, elle est en lien avec l'encapacitation, l'empowerment de personnes en situation de handicap intellectuel. On a vendu des choses, et là, on n'a pas menti, on a dit qu'on allait vendre des choses dont on ne savait pas ce que c'était. Et je salue l'IRESP quand même d'avoir mis un billet là-dessus, parce que d'habitude, ils veulent des projets déjà finalisés, quasiment, pour les financer. Enfin, Perrine, bon, voilà. Donc, il s'agit d'un projet avec de recherche participative avec des personnes en situation de handicap intellectuel, qui sont aussi des personnes qui utilisent des drogues. Tabac, évidemment, alcool, évidemment, mais aussi cannabis et bien d'autres choses. Quelle thèse? Parce qu'on parlait d'intériorisation tout à l'heure avec Pierre. Les personnes en situation de handicap intellectuel ont cette particularité qu'elles intériorisent beaucoup. Elles répondent aux attentes, elles sont institutionnalisées depuis leur enfance et elles ont une définition du bien et du mal, mais alors c'est binaire, hein, leur vie, c'est bien, c'est mal, hein, et c'est institutionnalisé chez elles, quoi. Du coup, aller faire de la recherche participative avec elles, pour elles, il faut aller les chercher, hein, faut aller les chercher, et je vais vous montrer deux, trois trucs. Vous allez vous dire, ah ouais, d'accord, c'est binaire, c'est soit je bois pas, mais c'est pas entre les deux. Et la réduction des risques, ils ont du mal à... alors si, ils vont se dire, oui, d'accord, il faut que j'évite de m'alcooliser près du canal. Je pense aux gens de Calais avec qui on a travaillé, parce qu'effectivement, ils sont déjà tombés dans le canal. Ok, mais bon, voilà. Alors, c'est une recherche. Alors, vous allez le voir, je reprends les codes, hein, je reprends les codes de la recherche académique, sans quoi on n'aurait pas eu un demi-million d'euros. Hein. Ça, c'est... d'accord. Après, entre ces codes académiques, je vais laisser un espace où on est moins académique, on est moins rigoureux, on est moins robuste scientifiquement, et c'est dans ces interstices-là qu'il faut aller puiser la chose. Hein. Ce qu'on a vendu, c'est une recherche en 3 temps, ou dans un premier temps, une première année. Effectivement, hein, je reprends les mots de Serena, on co-construit des outils de prévention, de réduction des risques, de conduite addictive diverses et variées, avec dans le but... Et c'est comme ça qu'on l'avait vendu à la demande des associations, hein, avec qui je travaille, principalement les papillons blancs, d'axer finalement les choses autour de l'activité physique. Bon, pourquoi pas. Ceci pendant 12 mois. Les codes scientifiques, ces outils, on les déploie sur 3 sites partenaires de la région des Hauts-de-France, où on va travailler avec les personnes pour qu'ils s'approprient, modifient, travaillent, pourquoi pas, de nouveaux outils dans leur structure, et on met en place évidemment des mesures qualitatives et quantitatives. Je vais y revenir. Et les 12 derniers mois, grosso modo, on laisse pisser et on évalue les effets. Alors sur l'évaluation des effets, je vais y revenir aussi rapidement, on a des mesures physiologiques réalisées par les IDE des centres. Évidemment, tout ceci a été... sujet, parce que je m'y retrouve hein, dans l'entièreté de ce qui s'est passé cet après-midi. Comité d'éthique, hein, enfin, comité d'éthique, alors ça protège les personnes, mais ça tue la recherche, quoi. Hein, enfin, on parlait
de travailler sur les effets. Aujourd'hui, à ma connaissance, on a le droit d'alcooliser les gens en France à hauteur d'1 gramme maximum, quoi. Au-delà, la recherche n'est pas autorisée. Bon, 1 gramme d'alcool, ça va vite, quoi. Enfin, puis on n'a pas forcément... Bon, bref, peu importe. Mais vous voyez bien que pousser les gens à 3 grammes d'alcool, il faut aller dans les pays étrangers. Et là, bon... donc, dire aujourd'hui, on va travailler... bon, je ne vois pas un comité d'éthique qui dirait « OK, banco hein, ». Enfin, mais ça, c'est un problème, c'est un vrai problème hein, aujourd'hui. C'est une recherche qualitative et quantitative. Qualitative parce qu'il nous faut voir comment on peut faire de la recherche participative avec des personnes en situation de handicap intellectuel dans leur contexte de vie, donc dans les institutions, donc dans les ESAT. Rentrer dans les ESAT, mais c'est à s'arracher les cheveux, hein, à un établissement de service d'aide par le travail. Grosso modo, les personnes en situation de handicap intellectuel vont travailler dans des grosses usines, et vont faire des espaces verts, de la blanchisserie, de la manutention, un peu tout divers et variés, avec à la tête des ESAT, et c'est un des premiers résultats qu'on est en train d'opérer, soit le canal historique, avec des EduxP qui deviennent chefs d'entreprise, mais le logiciel est EduxP. Soit aujourd'hui on commence à débaucher du HEC, de l'école de commerce, et on fout des gens comme ça à la tête des ESAT qui, eux, pensent rentabilité, productivité. Et un des premiers facilitateurs, finalement, à la recherche participative auprès de travailleurs en ESAT, c'est le statut socio-professionnel du dirigeant. S'il est EduxP, il dit, évidemment, enfin, les portes sont ouvertes, on est là pour ça, il faut juste caler les rendez-vous, pas bousculer la chaîne de production. D'accord, ok, mais les autres, c'est pas possible. C'est niette, c'est porte fermée, c'est non, moi j'ai un carnet de commandes à respecter. Il n'y a pas que ça, hein, donc caractéristiques individuelles des personnes, stratégie et collaboration, interaction entre groupes, structure organisationnelle. On va renseigner qualitativement l'efficacité des outils à travers un point méthodologique important, c'est la difficulté de la méthodologie des récits de vie. Chez les personnes en situation de handicap intellectuel qui ont du mal à se situer dans le temps, hein. Alors qu'ils sont très prolixes sur leur vie, ça, il n'y a pas de problème, mais alors reconstituer le début, la fin, le milieu, et ça, c'est... bon, voilà. Il y a des travaux méthodologiques en ethnopsychiatrie, par exemple, qui pourraient être intéressants, mais qui ne sont pas adaptés non plus. Et les relations au travail, je viens de vous le dire, les ESAT, c'est tout ou n'importe quoi, et ça peut être aussi un facteur explicatif de la consommation de substances, hein. Le travail est dur, il est pénible, il faut tenir. Ça, c'est documenté par ailleurs. Un travail quantitatif, parce que ce qu'on a vendu à l'IRESP, et c'est pour ça qu'ils nous financent, hein, c'est une étude contrôlée, non randomisée, sur la base du volontariat, on n'a pas été sur le randomisé, multicentrique, avec des mesures physio, alors CO expiré, BMI, etc., et des tests, les fameux tests, qui, alors je viens de récupérer la première salve de questionnaire, n'ont aucun sens. Le audit, le Fagerström, le CAST, mais alors... donc je ne sais pas ce que je vais en foutre, mais... Donc voilà, on est sur 3 sites, voilà, ça méthodologiquement, l'IRESP aime bien, les évaluateurs disent « Ah oui, ça va être robuste, ça va être super », je peux vous l'annoncer déjà, ça va foirer, parce que alors... vous voyez, on a 2 groupes distincts à l'intérieur des structures. On a déjà une structure qui ne veut plus jouer parce que le directeur des ESAT ne veut plus mettre à disposition. Donc on est sur 2 structures. Et on a distribué des outils qui ont été co-élaborés, co-construits. Et en fait, ils se disséminent à travers les gens. Enfin, donc le groupe test et le groupe témoin. Bon, ceci étant dit, c'est un résultat. Alors, croyez pas que je me tire une balle dans le pied, hein. C'est effectivement un résultat en soi. Le directeur des ESAT qui, me regarde dans les yeux en me prenant pour un con et me dit votre recherche, elle est complètement biaisée, on ne va pas y participer. Ok mec, mais je suis en train de faire une évaluation réaliste de mon étude et t'en fais partie. Et ce que tu viens de dire, tu ne le sais pas, mais je vais le recracher. Donc bon, voilà. Alors, promotion de la santé, je vais aller vite, hein, c'est de la revue de littérature, la promotion de la santé... ça commence, d'accord, à émerger. On veut favoriser le pouvoir d'agir en santé des personnes concernées. Je passe un peu parce que je suis pas très à l'aise là-dessus. C'est mes collègues qui ont plus l'habitude. La participation des patients
permet entre autres que soignants et gestionnaires centrent davantage leurs propos sur les préoccupations des usagers et modulent leur langage. La question du langage, elle est, je l'entends même chez Sang d'encre. Effectivement, il y a des gens qui ne savent pas lire ou qui ont des difficultés de lecture. Pour avoir lu Sang d'encre, des fois, il y a des pavés hyper denses. C'est chaud, quoi. On en discutera. Les démarches de recherche collaborative sont propices à des contributions expérientielles, évidemment. Elles permettent d'initier le changement, nous dit Bourque 2009. Toujours en termes de promotion de la santé, vous le savez, la déclaration de Vancouver, les récents travaux de l'HAS, eh bien, nous incitent à promouvoir la participation des patients et des personnes accompagnées jusque dans les dispositifs de formation initiale et continue des professionnels. Ici, nous, on est sur la constitution d'un groupe collaboratif composé de personnes en situation de handicap et de chercheurs, avec, et ça c'est une vraie difficulté, une vraie remise en question nécessaire du chercheur. Il ne faut pas faire semblant. Et il ne faut vraiment pas faire semblant. Et avec des personnes en situation de handicap intellectuel, il ne faut pas mettre des mots dans leur bouche à chaque fin de phrase. Enfin, et je me suis découvert plus patient que je le pensais. Il faut prendre le temps. Il faut faire avec eux, pour eux. Et vraiment pas faire semblant. Et ça, c'est... Voilà. Bon, la recherche inclusive, où les personnes concernées vont être instigatrices d'idées, concepteurs de recherche, enquêteurs, analystes des données, auteurs, disséminateurs, utilisateurs, conseillers. Conseillers, et tout ça c'est vrai, hein, c'est vrai dans les questionnaires, parce que les questionnaires Quanti, on les a travaillés avec eux, c'est, parce que le CAST, l'audit, bon, c'est le passage incontourné, hein, mais quand un jeune, je le vois encore, me dit et le Monster, alors je ne sais pas ce que c'est, je lui dis oui, mais encore, bah, il y a le Monster, ok. Je reste con, ok, et d'accord, c'est du Red Bull, enfin, je ne savais pas, je ne connaissais pas, les boissons énergisantes, donc, ah ben ouais, mais donc un petit pavé sur les boissons, et là, tu te rends compte qu'en ESAT, ça y va beaucoup, quoi. Bah, tu as 200 mg de caféine là-dedans, enfin, c'est pas pour dire, hein, j'ai commencé à regarder la littérature, mais du coup, les Monsters. Les Monsters, ils connaissent toute la gamme, ils connaissent tous les prix, ils connaissent tout, hein, enfin... Donc on peut aussi parler de groupes collaboratifs quand les chercheurs et les personnes en situation de handicap intellectuel collaborent sans leur faire porter la responsabilité de la recherche. Hein. C'est nous qui l'avons, c'est nous qui faisons avec eux, pour eux, mais d'accord. Hein. Alors, des apports importants sont possibles parce qu'ils nous expliquent, ils expliquent aux chercheurs les mots à employer pour être compris. La façon dont poser les questions pour obtenir une réponse. Ces recherches sont plébiscitées parce que ça leur plaît, parce que c'est important, parce que ça augmente l'empowerment, ça augmente leur capacité d'agir. Aujourd'hui, vous le savez bien, c'est très confidentiel en France, et le projet PowerPid, eh bien, s'inscrit dans cette veine expérientielle. Ok, j'avance, hein, je veux favoriser la discussion après. Alors, on a mis en place, lisez pas, hein, un programme d'1 année de recherche coélaborative pour co-construire les outils, où quelques séances étaient à viser d'empowerment, hein, d'encapacitation et de discussion des connaissances. C'est quoi un risque, c'est quoi l'autonomie en santé, voilà. Donc on a eu des réunions comme ça, où on travaille avec... La difficulté, hein, je ne vous le cache pas, c'est que les personnes fatiguent très vite. Donc il faut aussi prendre en compte le contexte. Donc les familles, les professionnels, les personnes concernées. Elles ont créé des outils. En voilà quelques exemples. Alors elles ont fait des livrets. Elles ont dit on doit créer des livrets pour eh bien, connaître les risques et aussi imaginer ce qu'on peut faire au lieu de fumer, au lieu de boire. Alors on peut faire du sport pour éviter de s'ennuyer, oui, mais quel sport, etc., etc., etc. Donc là, ce ne sont que voilà, faire du pétanque ou du bowling. La cigarette électronique, ça aide. Je vois mal là. On garde le geste de fumer.
On a le plaisir du geste. Voilà. Donc ça, c'est elle, hein, c'est pas nous. C'est elle. Il y en a beaucoup qui vapotent, hein, qui sont vapofumeuses. Voilà. Alors, la question du langage est hyper importante, vous vous en doutez. Comment je fais? Alors, je passe pas le son, hein, je vais laisser le son. C'est pas baisser le son. Si. Ah, j'ai coupé. Donc, elles ont créé aussi des vidéos. Ça, c'est une vidéo où elles se sont mises en scène. Voilà. Donc là, c'est deux personnes avec qui on a travaillé à Calais, au bord de l'eau, qui vont expliquer les risques liés à la consommation d'alcool dans l'espace public. Elles vont se faire embrouiller par un collègue, et voilà, etc. Alors, voilà. Elles ont été au magasin, elles achètent des canettes, et là, il y a quelqu'un qui vient qui les embrouille. Donc, je trouve, l'objet, c'est pas de tout vous montrer. Ce que j'ai découvert avec cette recherche, hein, c'est le FALC, le facile à lire et à comprendre. Voilà, la barrière du langage est énorme, énorme. Si on ne passe pas tous les documents en FALC, il se passe... Alors si, il se passe des choses parce qu'elles acquiescent. Elles disent oui, c'est très bien, super Christian, bravo, super. Mais en fait, enfin, c'est vraiment... donc il faut tout traduire en facile à lire et à comprendre, il faut prendre du temps, ça coûte très cher. La traduction est elle-même faite en ESAT par des personnes concernées, professionnalisées dedans. C'est fastidieux, c'est hyper fastidieux, mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà, alors c'est pareil. Pour diffuser c'est quoi le projet PowerPi? Notre étude, il faut passer par de la vidéo. Le projet PowerPi, c'est plusieurs voilà. équipes qui travaillent ensemble. L'UNAPI Hauts-de-France, l'AFAPI du Calaisis, 2 équipes de... Obtenir les consentements des personnes, de leur tutelle curatelle. S'assurer qu'elles ont bien compris ce qu'était le consentement. Le répéter constamment. Sur le droit, là j'ai signé mon droit, alors tout ça prend du temps. Il y a une littérature assez intéressante sur le consentement auprès des personnes en situation de handicap intellectuel. Ça n'existe pas. Finalement, on leur fait signer des trucs ou pas, qu'elles signent. Non, mais il ne faut pas se mentir. Hein, Et si on ne leur redit pas 15 jours après si elles sont véritablement d'accord, en fait, elles sont tout le temps d'accord, quoi. Et ça pose véritablement problème. Et la littérature qui émerge sur le consentement de ces personnes, eh bien, plaide plutôt pour un rapport bienveillant, autre chose qu'un truc juridique, quoi. Autre chose. Bon. Recherche à 2 passes. Un site internet a été créé. Des fiches de sport adaptés sont diffusées sur... C'est sur... plusieurs équipes qui travaillent ensemble. L'UNAPI Hauts-de-France, l'AFAPI du... On a un site internet où on va diffuser des outils. On est dans l'année de diffusion, elle s'approprie, on diffuse. Le site internet est l'excuse pour aller les voir, faire des sessions d'1 heure, 2 heures avec elles, pour garder ça en tête, etc., etc., etc. Et voilà où on en est. Pour le moment, je vous remercie. Merci beaucoup, Christian, Merci. pour ta présentation. Merci à tous et toutes. Là, c'était une très belle présentation qui montre un peu le contenu du réseau AREN. Hein, et voilà, on espère que tout ça va amener à des projets dans le futur tous ensemble, parce que là, c'est des projets qui sont nés des membres du réseau AREN, mais qui ne sont pas nés du réseau AREN. Donc voilà, l'idée, c'est de construire quelque chose ensemble. Juste rapidement, vraiment, enfin, l'objectif de ce réseau, c'est comme l'a dit Salomé, éclairer des zones d'ombre. Éclairer, parce qu'il y a toute une littérature sur les études autour de l'ignorance, les ignorance studies, qui montre que la science, finalement, elle est très orientée, en fait, et elle éclaire ce qu'elle veut bien éclairer. Et donc là, l'idée, c'est peut-être d'apporter un autre éclairage, d'autres éclairages, grâce aux personnes concernées qui sont plus à même que les chercheurs de savoir là où il faut éclairer.
Donc voilà, évidemment l'égalité entre savoir académique et savoir expérientiel, en tout cas cette complémentarité qui est très riche, donc le réseau va j'espère pouvoir amener à ça. Et puis autre chose, l'accessibilité des informations, pouvoir avoir des informations valides mais accessibles, et ça c'est dans la co-construction qu'on arrive dès le départ à s'assurer que les données scientifiques vont pouvoir être traduites et comprises par les personnes, par tout le monde en fait. Et pour finir, l'évaluation de... Alors ici, on parle de réduction des risques, mais on est sur des terrains fragiles où la politique, on ne sait pas ce qu'elle va devenir demain. Elle n'est pas géniale aujourd'hui, mais elle peut être pire demain. Donc l'idée, c'est de s'assurer qu'on marque, qu'on publie, qu'on garde une histoire de ce qu'on fait là, que ça puisse être ensuite mobilisé et qu'on ne perde rien. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Et puis je laisse la place aux questions. Bertrand, je crois que tu en as une. Oui, bonjour. Je voulais faire une remarque sur l'histoire de la réduction des risques et qui me paraît importante. Et donc je reviens sur ce que disait Pierre quand il disait, en situation de prohibition, le seul truc raisonnable, c'est d'arrêter de consommer. Or, il s'avère que les partisans de la RDR, et là je prends la définition de l'IHRA, c'est-à-dire de l'association internationale qui a été créée à cet effet, elle porte précisément sur cette question, puisqu'elle dit qu'est-ce que c'est que la réduction des risques? C'est une stratégie qui consiste non pas à se donner comme premier objectif la diminution de la consommation, mais à se donner comme premier objectif la diminution des risques et des dommages liés à cette consommation. Alors, ça n'a l'air de rien, mais ça change évidemment totalement les choses parce que d'une certaine manière, ça met entre parenthèses, au minimum, la question de l'objectif, de toute façon, c'est que les gens arrêtent de consommer. Et c'est tellement vrai qu'il y a encore énormément d'obstacles à la réduction des risques. C'est clair qu'on n'a pas la même définition de la réduction des risques que les gens du NAIDA qu'on a écouté ce matin, si certains étaient là, et qu'eux, ils ont deux stratégies possibles. Soit ils disent explicitement, on est contre la réduction des risques, on n'en veut pas, c'est un truc... en réalité, c'est de la légalisation cachée, ils ont un agenda qui consiste à promouvoir les drogues, etc., etc. Soit ils se débrouillent pour trouver une définition extrêmement étroite et qui ne colle pas du tout avec le noyau dur de l'affaire, qui est, on met entre parenthèses ce truc terrifiant qui est que le seul objectif, c'est l'abstinence générale pour toute l'humanité, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. À part ça, je voudrais peut-être tout à l'heure discuter avec vous de l'histoire de Ricord, parce que au niveau français, j'y ai été mêlé. Enfin bon, peu importe. Voilà. Merci. Question. Non, moi, c'était vraiment une toute petite réflexion, Christian. Je remarquais dans votre travail qu'autour du facile à lire et à comprendre, il y avait le mot plaisir. Tu as indiqué autour. Oui, oui, oui. Alors là, c'est pourtant un mot qui n'est pas facile à voir émerger dans un contexte autour de l'usage des drogues ou de l'addictologie. Et je note que là, dans le travail avec les personnes, pour le coup, la reformulation mettait clairement en avant le mot « je peux prendre du plaisir », et que c'est important. Et que pourtant, c'est un mot qui est entouré de plein de tabous dans le milieu professionnel. Voilà, c'était juste pour partager ça. Non, mais merci pour cette remarque, parce que on va travailler avec elles dans les institutions. Il y a leurs professionnels de santé à côté. Et comme je faisais remarquer, elles ont intériorisé le discours, quoi, hein. Donc, si tu les amènes pas à un moment donné... Parce que, tu vois... Tu vas dire, bon, ben, aujourd'hui, on travaille sur les risques. Alors, c'est quoi les risques? OK. Ouais, mais il n'y a pas que ça, quand même. Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Et si tu amènes pas ça, tu vois, un petit peu, c'est OK, ben, tu t'arrêtes très, très vite, quoi. Et donc, la question du plaisir à consommer est venue sur le tapis. Et ouais, c'est important. C'est important. L'institution est compliquée, hein. Alors,
le phénomène est compliqué. Je ne blâme pas les professionnels, hein, pas du tout, mais alors, cette utilisation stratégique des toxiques, elle est documentée depuis longtemps, mais tu auras ta cigarette après. Tu vois, alors là, tu auras ta cigarette après, il est hyper... Enfin, il revient, quoi. Hein, et dans les foyers, ils ont le droit de s'alcooliser? Oui, oui. Puis tu vois bien que s'ils veulent inviter des copains, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. La France est mise à l'index, hein, par les organismes internationaux sur sa gestion du handicap intellectuel. L'autonomie est au rendez-vous, mais une fois qu'on a dit ça, voilà. C'est un monde que je découvre, hein, et encore une fois, voilà, les ESAT, c'est... parce que va faire des espaces verts tous les jours, tu vois, tu as 50, 60 ans, tu as des pathologies, enfin, toi, mais tu vas tailler les haies de la commune, quoi, tous les jours, ou arracher les poireaux sous le cagnard, ou voilà. Et l'utilisation, ouais, ta bière, tu l'auras après, ta cigarette, c'est 7, pas plus. Ah non, mais... et ça, depuis Goffman, c'est renseigné. Tu prends Asile de Goffman, tous les 5 pages, il y a un truc comme ça, quoi. Les professionnels pensent pas à mal, hein, mais... Oui, bah ouais. C'est... Censé avoir à l'intérieur. En tout cas, il n'a pas le droit de l'interdire. Lui ne peut être plus un homme. Le problème, en fait, c'est que souvent, c'est relié par rapport à la gestion de l'argent. Donc, ça revient sur absolument. Et que du coup, l'argent aussi. Ouais. Finalement, c'est vachement c'est par là que c'est même la peine. Donc, si les tutelles existent aussi, elles donnent c'est que tant de budget, et qu'il faut acheter des freins, des livres aussi, et qu'il faut ça. Et du coup, les clubs sont vachement rationnés par rapport à ça. Et moi qui travaille dans des colonies, de vacances pour personnes handicapées, tout ça. Pour les équipes, c'est vraiment un nœud problématique et ça crée des tensions de malade avec les personnes, avec les publics, parce que c'est un enfer à gérer. Et c'est toujours de la frustration, ça les infantilise énormément. Par exemple, ça gère avec les tutelles, avec les familles. Alors moi, je découvre encore une fois, et je m'étonne peut-être là où ça n'a pas lieu d'être, mais comme je découvre, je m'étonne. Le sexe, alors le sexe c'est une question, mais wow. Alors, les jeunes me parlent de protéines. Alors, je comprends rien du tout. Mais ils vont à la salle, ils se gavent de protéines, quoi. Et des bidons comme ça, et blablabla. Et voilà, les boissons énergisantes, enfin, les écrans, les jeux, ce qui ressort du travail qualitatif là, qui a été fait par un postdoc brillantissime. Alors, ça ne se résume pas à ça, mais et je parle sous le contrôle de ceux qui... C'est l'ennui. Ils se font chier. Quand c'est les AT le foyer. La famille le week-end potentiellement. Où là, il y a alcool, cannabis, enfin la vie, quoi. Enfin, normal, ouais. Mais il y a un ennui latent. Ce qui fait que quand vous pointez qui veut participer à un projet de recherche, wow, avec la question de est-ce que ça nous évite d'aller bosser en ESAT? Oui, on fonce. C'est incroyable. Mais la vie institutionnalisée comme ça, je ne connaissais pas. Wow. Insertion par le travail, ouais, avec le travail qui... Oui. Est-ce que vous avez une visibilité un peu sur qui lit parmi les 6000 personnes, qui lit le magazine? Est-ce que c'est surtout des personnes justement issues du collectif créatif et leurs proches, ou est-ce que vous arrivez à le diffuser à des personnes plus, je sais pas, plus... À Darmanin. Mais c'est vrai que, c'est déjà ma première question. Sur les lecteurs, les infos que nous on a, c'est beaucoup lié aux demandes qu'on a derrière, c'est-à-dire qu'on sait par les structures ou les personnes qui demandent, parce qu'il y a des lieux qui sont clairement sur l'accueil, par exemple, et aux addictions, au suivi alcool, enfin tout ce qui va être des lieux comme les SAPA, les CARU,
où là, quand on nous dit nos usagers, nos usagères sont vraiment en demande, est-ce qu'on peut en avoir plus? Donc on sait que c'est lu, que c'est demandé, que c'est attendu, que c'est un outil qui parle. Il y a des endroits où c'est plus difficile d'avoir des retours sur la teneur des lecteurs parce que les lieux de diffusion ne reposent pas forcément. Un lieu comme une librairie, par exemple, c'est plus difficile de récolter les retours. Il y a des moments, il y a eu des questionnaires semi-directifs parce qu'on a un suivi, on en avait parlé là, parce que c'était là le dernier slide sur l'évaluation et sur le fait qu'il y ait une évaluation externe de l'INSERM, du CESTIM, mais qu'il y a aussi, nous à des moments, on a plein de retours en direct aussi par le biais de bouche à oreille, de retours par rapport aux personnes qui travaillent dans l'asso ou dans d'autres assos. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de retours où on sait que c'est beaucoup demandé par des gens qui sont concernés par des sujets en tout cas. Ça reste pas dans un champ, on va dire, elle circule beaucoup par rapport aux gens qui vivent dans les conditions dont on parle, qui sont hyper concernés. Des fois même nous on l'apprend après parce qu'on va recevoir des dessins sans que la personne se présente. Et une fois qu'on lui dit on va te publier, elle dit c'est super parce que je trouve de phobie sociale et d'être en couple et d'être vue assimiler que leur père alors que je suis chez moi enfermée et que je peux voir personne depuis 6 mois. Et ça on ne sait pas toujours. Donc on n'a pas toutes les infos, mais on sait clairement que majoritairement les personnes sont concernées. En tout cas dans les gens et qu'on publie et dans les lecteurs. Mais bien sûr il y a tout un tas de lecteurs sur lesquels on n'a pas dont on n'a pas de retour ou pour lesquels on n'a pas de visibilité. Il y a un article qui est en cours là, suite un peu au questionnaire Quanti, mais aux entretiens claviques qu'on a menés que Marie-Josée s'est terminée sur le projet et qui sera publié, je pense, début de l'année prochaine. Nous, sur nos structures, on voit que c'est un objet qui est un peu attendu, autant par les salariés, par les intervenants que par les usagers. Et c'est un peu un objet commun, quand ça traîne, il y a les couper les stands un peu. Et on peut se retrouver avec un intervenant qui est dans un coin en train de bouquiner, et puis un usager qui va arriver pareil. Et ça c'est assez marrant parce qu'il y a beaucoup d'objets communs où on peut se saisir dans ces espaces-là. C'est ce que je disais à mon collègue, parce qu'à Paris, nous, du coup, on a les magazines plus à Sud, et je sais qu'il y a à Sud aussi à Marseille, ils me disent non, mais surtout pas, ça n'a rien à voir. Donc, c'est là, ok, j'ai l'impression que Paris a son à Sud, et peut-être que Marseille a son sang d'encre. Ça a à voir dans l'objectif magazine, je sais. Ce dont tu parles, en fait, cet objet commun. Puis après, nous, c'est le fait de l'envoyer pas mal en France dans une centaine de structures, et maintenant c'est plutôt presque 200, des salariés qui ont bossé dans des villes ou dans des structures, changent de structure, nous envoient un mail en nous disant là-bas on a descendance, essayez de m'envoyer. Donc là-dessus, sur le côté droit, soins, accompagnement sur tout ce qui est maladie chronique, même des lieux alternatifs, des SWAT, des lieux à l'étranger, dont on sait qu'ils les ont eu par un lecteur par-ci par-là, le fait qu'on nous demande beaucoup, on voit que la couleur des lieux qu'on nous demande sont liés au sujet aussi, donc que ça va à beaucoup de gens concernés. Ils rentrent en prison ou pas? Et ils rentrent en prison, et pas partout. Ça dépend de comment on a des entrées, en tout cas au Bonnet, oui. Autour à des endroits comme Mine, par des liens aussi et des structures avec lesquelles on travaille, dont les salariés, dont les accompagnants en prison les emmènent vers. Il y a eu aussi des gros dossiers. On a un site internet, je ne vous l'ai pas dit, où il y a le classement des articles par dossier thématique. Donc il y a une autre manière, si on veut lire que sur l'alcool, que sur la prison, que sur des sujets, tout ce qui est disséminé dans les différents numéros se retrouve là. C'est l'heure, merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. Bravo.